Alors, bonjour à vous. Première information, les outils que je vais présenter, vous pouvez les trouver sur la page web de mon site, du laboratoire à l'Université de Genève. Vous pouvez aller sur le site web, on a développé des outils qui vont vous être présentés et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez les acheter en papier à l'Uni, mais vous pouvez les télécharger et les imprimer chez vous. Et puis sinon, on a un site et on a une activité Facebook si vous êtes intéressé par les activités du laboratoire. Deuxièmement, voilà ce que j'ai prévu pour... donc là, on est parti ensemble. La consigne, c'est 14h45, vous devez être en pause. Donc j'ai droit donc à 1h15 pour vous présenter du coup le thème. Et puis, voilà, et puis 1h15, et puis après, je réponds à vos questions. L'idée, c'est qu'à chaque thème que je vais aborder, à la fin de chaque chapitre, on va faire une pause, une petite respiration, et vous avez le temps de rédiger une question que vous vous posez. Et on ramasse les questions, et à la fin, ça me fait une compilation de questions pour alimenter le débat sur mon intervention. OK ? Voilà. Et puis par ailleurs, je vais avoir besoin de petits exercices où je vais vous solliciter. Donc vous pourrez aussi utiliser vos papiers pour répondre. OK ? Voilà. Alors j'ai prévu, avant d'attaquer directement les compétences émotionnelles, j'ai regardé votre programme, et du coup, je me suis permis de rajouter un petit thème sur les points de vue des sciences cognitives et affectives, et du coup d'être un peu une vision méta et de vous raconter du point de vue d'où je parle. Et pourquoi je vous raconte ça ? Et l'idée, c'est de vous aussi vous alerter sur les problèmes qu'il y a actuellement, ou ce qu'on vous raconte dans la littérature, ou ce qu'on vous a peut-être raconté ici, et du coup d'avoir un peu un esprit critique sur la discipline et ce qu'on produit comme connaissance. D'accord ? Ensuite, je vais vous raconter les compétences émotionnelles. Je vous parlerai très peu des émotions en tant que telles, puisque David Sander vous a expliqué tout un tas de choses. Et moi, je vais vous raconter comment entraîner ces compétences émotionnelles plus spécifiquement, et comment elles se développent tout au long de la vie, du bébé jusqu'à l'adolescence. Et donc, du coup, comment on peut les entraîner concrètement, et comment on fait en école avec les enseignants pour fabriquer des entraînements en compétences émotionnelles. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà. Et puis, je vous raconterai ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, et puis les programmes actuellement qu'on a sur la résolution de problèmes, choses comme ça. Est-ce que vous voyez un peu l'enchaînement ? Voilà. Alors, première chose, actuellement, déjà l'intitulé de votre formation, de votre conférence, déjà ça m'a stimulé, puisque déjà il y avait le concept neurosciences. D'accord ? Et vous êtes actuellement, il y a un mouvement international partout, il y a une tendance à mettre neurosciences un peu n'importe où, parce qu'on sait que c'est attractif, c'est vendeur, ça fait vendre les journaux, ça fait vendre les livres, et tout le monde est attiré par ce concept de neurosciences. Et donc je voulais juste questionner au début et vous alerter sur ce phénomène un peu de neurosciences, et puis vous l'illustrer concrètement. Juin dernier, les journalistes me contactent de la recherche, c'est un magazine francophone qui est censé présenter... qui présente l'ensemble de recherches plutôt au grand public, mais plutôt sérieux. C'est pas du magazine comme ça, qui se lit. Donc c'est un bon magazine qui est écrit globalement par les chercheurs. Les journalistes me contactent et disent à la rentrée prochaine, est-ce qu'il faudrait que vous nous fassiez un article sur l'école, les sciences cognitives, qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences et tout ça. Voilà. Alors je lui dis, en fait les neurosciences pas grand-chose, les sciences cognitives un peu plus. Je vous rédige un article. Ça s'appelle, c'est eux qui choisissent le titre, c'est pas moi, du labo à l'école, le délicat passage à l'échelle, c'est-à-dire comment on fait pour passer des recherches en laboratoire à des recherches sur le terrain, c'est-à-dire en école. Je leur rédige cet article. Il est accessible ici, vous pourrez télécharger gratuitement, sur la difficulté qu'il y a à déployer des méthodes qui ont été mises au point en laboratoire et comment on fait concrètement sur le terrain. Et puis je lui dis, mais attention, en fait... si on veut faire des choses sur le terrain, c'est plutôt les sciences cognitives et les neurosciences, pas tellement pour l'instant, ils ne font pas du tout ça. Il me dit, OK, alors le chef de ce numéro spécial dit OK, alors du coup il met le titre, vous voyez, du magazine, du dossier qui dit sciences cognitives à l'épreuve des classes. OK, donc il accepte, il dit OK. Mais quand il va voir son grand chef du journal, il dit impossible, sciences cognitives, personne ne connaît. Ce qui fait vendre, c'est pédagogie et neurosciences. Du coup, on se retrouve en rentrée septembre 2018 par pédagogie et neurosciences, photo de cerveau, alors que il y a 3 articles qui sont dans la revue, il n'y a pas un poil de neurosciences. Donc c'est juste pour vous alerter que
Si je mets du cerveau, tout le monde est attiré par ça. Et neuro, ça sonne bien, tout le monde a envie de ça. Donc c'est juste pour attention, puisque dans les magazines partout, dès que je mets neurosciences, ça fait plus chic. Alors vous verrez, je discute de cette affaire-là. Tous les autres magazines ont le même système. Là, je vois le manager, c'est le neuromanagement. Là, il y a quelques mois, autisme, le choc des découvertes des neurosciences. Pas un poil de découvertes nouvelles sur les neurosciences. C'est la prise en charge comportementale sur l'autisme. D'accord ? Si vous allez lire l'article, simplement, les gens ils disent, de toute façon, il faut que je mette neurosciences parce que c'est ça que les gens veulent avoir. D'accord ? Donc, juste pour vous... Alors, si vous voulez, par exemple, en savoir plus sur l'autisme, vous téléchargez le petit livret de mon ancienne doctorante et vous en apprendrez bien plus, de façon plus sérieuse, puisqu'elle s'occupe d'une consultation à Genève sur l'autisme. Et qui fait ça pour de vrai, qui n'a rien à voir avec les neurosciences. Okay ? Donc, juste pour vous dire qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle un phénomène de neuroillusion cognitive. D'accord ? Et c'est même documenté par des chercheurs. C'est-à-dire que des chercheurs testent, par exemple, là, aujourd'hui, je ferai une conférence, puis vous devriez noter ma crédibilité, si vous dites que c'est ça, vous pensez que vous avez appris des choses et tout ça, et puis il y aurait un PowerPoint qui ferait que du noir et blanc, qu'avec des schémas, et puis un autre PowerPoint où je mets des photos de cerveau, comme ça, là. Vous voyez, même. Alors, je vous ai pas fait le coup, hein. Des fois je le fais. D'accord ? Et donc, simplement, en changeant, si vous mettez des belles images en 2D, en 3D, si on fait des trucs qui s'allument et tout ça, eh bien, votre jugement de crédibilité change. C'est-à-dire, plus je mets du cerveau dans mes images, plus vous pensez que je suis sérieux. Vous vous rendez compte ? Donc, méfiez-vous, c'est documenté, il y a tout un tas d'articles qui sortent, et puis qui disent, attention, même les vrais neurologues qui étudient vraiment des gens pour de vrai, c'est-à-dire qui sont en contact, qui étudient la neuroimagerie, tout ça, ils disent, attention, il faut beaucoup se méfier, en ce moment, il y a beaucoup de neuroillusions, et les gens utilisent ça, parce que les images, on a l'impression qu'on comprend que c'est vrai, ça s'allume vraiment dans le cerveau, et que derrière, on va mieux comprendre, résoudre les problèmes. Les journalistes appellent en disant, avec les neurosciences, moi je suis identifié comme neuroscientifique, donc ils appellent, ils disent, bon, l'échec scolaire, c'est fini, comment vous faites ? Vous voyez, pour vous donner une idée. Donc, juste pour vous alerter, vous pourrez aller voir, je fais des éditos en accès libre de Anaël, une revue de professionnels, vous pourrez consulter. C'est en accès libre, c'est gratuit. Et je fais un peu des humeurs tous les 2-3 mois sur des thèmes, vous pouvez faire passer. Et donc là, j'avais fait sur les derniers neuroéducation, neurosciences, école, neuropédagogie, neuroillusion cognitive, où je discute de ce qui est un peu dans l'air du temps. J'ai fait pareil sur Montessori, la méditation et tout ça. D'accord ? Vous pourrez donc vous tenir. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre les neurosciences, pas du tout. Je dis qu'attention, en fait, on est en sciences et une discipline a forcément un niveau d'observation spécifique qui correspond à sa discipline. Et c'est simplement, en fait, que des changements de niveau d'observation. Alors je vais vite parce que je veux en venir vite aux compétences émotionnelles. Mais en fait, l'idée, c'est que chaque discipline scientifique, c'est des découpages arbitraires, produit des niveaux, utilise un niveau d'observation, produit des connaissances qui sont complémentaires, mais il n'y a pas une connaissance, par exemple, produite par des données comportementales ou des connaissances produites par de l'IRM qui sont meilleures que d'autres. C'est simplement des niveaux d'observation et elles sont totalement complémentaires. Et il faut bien comprendre, les neurosciences pures étudient les bases cérébrales. Et puis, il y a le comportement qui est la sortie d'un élève. Il sait lire, il sait résoudre un problème ou non. Et ça, c'est deux choses différentes. Mais qui sont pas du tout opposées. C'est simplement des niveaux d'observation qui sont complémentaires. Et donc, pour mieux saisir c'est un peu cette neuroillusion, en fait, il faut revenir à ce que c'est les sciences cognitives, du coup. Et puis, au concept de décrire et expliquer. Simplement, je vous rappelle que les sciences cognitives, c'est un vieux sujet. C'était plus ou moins à la mode selon les temps. Mais en fait, il faut penser qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux grands pôles dans le monde. Il y avait Genève, Piaget et toute son équipe. D'accord ? Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Harvard avec Brunner et Miller. Et eux, ils se sont dit, à l'époque, c'était assez révolutionnaire. On ne pourra pas résoudre le problème de la connaissance avec une seule approche disciplinaire. On va être obligé de faire bosser les gens ensemble.
et vous aurez forcément une vue pluridisciplinaire. Et c'est là où, par exemple, Piaget à Genève avait développé son centre d'épistémologie, où il y avait des psychologues, des historiens, des logiciens, des physiciens, enfin tout un tas, des neurophysiologues. Et il se disait, aucune discipline peut prétendre comprendre comment marche la connaissance ou comment on apprend. Il faut forcément avoir une approche pluridisciplinaire, et c'est toute la difficulté de cette affaire-là. Mais vous voyez que c'est une vieille idée qui date des années 50. Si vous voulez en savoir plus, il y a Gardner qui a publié une histoire de la révolution cognitive. Et donc, c'est un ensemble de disciplines. Donc, chaque discipline a ses propres outils, ses propres théories, et choses comme ça. Et puis, vous allez voir qu'en fonction des avancées technologiques, eh bien, il y a des disciplines qui prennent le poids sur les autres. Et donc, je vais vous raconter ça après. Ça, c'est définition, l'origine, l'ensemble des disciplines. Il faut juste se dire qu'ils utilisent des méthodes, les sciences cognitives, qui existent dans la science, c'est-à-dire globalement l'observation. Vous êtes enseignant, vous observez des comportements d'élèves en train de résoudre des problèmes ou en train de régler telle ou telle activité. Ils utilisent aussi des types de populations. Par exemple, si je veux savoir quelle est la part des représentations visuelles dans le monde, je vais étudier des aveugles de naissance. Comment ils vont pour faire résoudre des problèmes mathématiques? Comment un aveugle fait pour se déplacer sans avoir jamais rien vu? Vous voyez, on utilise des types de populations qui ont des déficits spécifiques, et ça permet du coup d'interroger le fonctionnement de notre psychologie ou le fonctionnement du cerveau. Et puis, la plupart utilisent beaucoup la méthode expérimentale, Claude Bernard, début du siècle. Et là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre, puisqu'il va falloir se poser une question de recherche, et puis observer, choisir des faits, récolter et analyser, et voir quelle est la réponse la plus valable par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Et c'est tout le problème, par exemple, quand je vous dis est-ce qu'on va mesurer, est-ce qu'entraîner les élèves aux compétences émotionnelles, ça a un effet? Je vais poser une question de recherche, savoir qu'est-ce que je veux mesurer, ça a un effet sur quoi? Est-ce que c'est vraiment dû à mon entraînement? Est-ce qu'il y a des effets placebo? Vous voyez, toute cette complexité qui a à mettre en œuvre une méthode expérimentale. Et puis des fois, c'est contraire au sens commun. Par exemple, on a tous envie de montrer que les tablettes, ça a des effets positifs extraordinaires sur les apprentissages, mais les faits sont têtus. Il y a beaucoup de recherches, il y a des recherches qui montrent des effets positifs et plein de recherches qui montrent des effets négatifs. C'est-à-dire qu'elles ne montrent pas d'effets. Et donc, c'est contraire au sens commun, on a mis plein d'argent et ça énerve. Mais c'est la recherche, d'accord? Voilà. Et puis, c'est contraire aux intuitions parce qu'on a tellement envie que ça marche que des fois, ça ne marche pas du tout. On a fait, par exemple, des expériences où on voulait apprendre à favoriser l'apprentissage de la lecture avec tout un tas sur 2000 élèves et tout ça. À la fin de l'année, on n'avait aucun effet. Vous voyez, alors que tout le monde pensait qu'il y avait des effets. La méthode expérimentale permet justement de répondre scientifiquement, entre guillemets, à des questions et puis de ne pas forcément abonder dans ce qu'on pensait ou comme ça, d'une manière intuitive. Parce que la difficulté, c'est qu'il faut avoir ce fameux concept qui est extrêmement difficile à obtenir, surtout en milieu naturel, entre guillemets, c'est le toute chose étant égale par ailleurs. Si par exemple je teste une méthode d'entraînement en compétences émotionnelles, début d'année, fin d'année, je montre qu'il y a un effet, mais c'est un effet par rapport à quoi? À quoi je vais comparer les élèves qui ont eu cet entraînement en compétences émotionnelles? Qu'est-ce que je mets en face comme groupe contrôle, comme on dit? Et ça, c'est toute la grande difficulté des groupes contrôle, c'est est-ce que je mets un entraînement, par exemple, à la nutrition, est-ce que je fais de la méditation, est-ce que je fais du yoga, est-ce que je fais rien, est-ce que je fais des maths, est-ce que je fais du français? Parce que chaque fois que je vais montrer qu'il y a un effet, je vais mesurer une amplitude entre les performances du début et les performances de la fin, et je vais comparer le progrès par rapport à d'autres groupes. Vous voyez? Et donc ça va être tout le choix du chercheur et des enseignants qui fabriquent ce programme, de à quoi on compare les effets de ce qu'on veut mettre en place dans nos classes. Et donc, donc c'est très difficile, ça demande tout un savoir-faire et c'est très long. Et alors ça devient très à la mode. Il y a 10-20 ans, ça se faisait très peu. Et puis là, quand on va dans les congrès internationaux, il y a tout un tas de gens qui commencent à publier des recherches sur les recherches interventionnelles et qu'est-ce qui est efficace ou pas efficace dans les pays riches, dans les pays pauvres. Et ça peut même faire la une des médias. Entre-temps, il y a eu des nouveaux outils qui sont arrivés. Alors vous y avez eu droit. La nouvelle technologie, massif. Donc là, il y a l'effet de tout ce qui est nouvelle technologie et l'efficacité d'introduire ça dans
à l'école ou ailleurs, les fameuses tablettes, les bras autour d'efforts, tout un tas de choses comme ça. Il y a la simulation mathématique ou informatique qui est très à la mode actuellement sur le data learning, donc de comment je vais récolter les traces pour essayer de comprendre et de personnaliser. Et puis, ce qui est donc qui est aussi très à la mode, c'est tout ce qui est l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et puis là, on suit l'évolution des technos. Au début, on était EEG. Maintenant, c'est l'imagerie. Il y aura la NIRS. Enfin bon, en laboratoire, on a tout ça. Plus je fais... Alors, vous voyez bien que des fois, quand je fais des programmes de recherche et je veux obtenir de l'argent, si j'utilise beaucoup les nouvelles technos et je mets beaucoup d'imagerie, j'ai plus de chances d'obtenir de l'argent que si je dis que je ne fais pas ça. Tout le monde est soumis à la mode, hein, n'oubliez pas. Voilà. Ce qui est actuellement intéressant, c'est que depuis 20-30 ans, dans les sciences cognitives, il y a une arrivée massive des problématiques affectives avec les émotions. Par exemple, au temps de Piaget, si vous prenez son petit que sais-je, psychologie de l'enfant, c'est que le développement cognitif, et puis il y a une page sur les émotions. D'accord ? Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante des sciences cognitives, c'est-à-dire que les émotions, on est vraiment passé à l'interaction avec les émotions et la cognition. Et puis David vous a présenté tout un tas d'activités où il y avait des relations entre les processus cognitifs et les processus affectifs, le rôle des émotions, l'influence de l'émotion dans la perception, l'attention, la mémoire, toutes les fonctions cognitives. Bref, c'est plus quelque chose... avant, c'est plus... les émotions, c'est l'affectif, c'est Freud. Vous voyez, c'est plus du tout intégré comme ça. Les émotions font partie des sciences cognitives. Alors lui, il dit sciences affectives. Moi, je laisse sciences cognitives. Mais dedans, il y a les émotions comme objet d'étude. Et donc, maintenant, les gens font aussi des recherches fondamentales, il vous en a présenté plein, et appliquées, par exemple, entraîner les compétences émotionnelles à l'école, ou même, nous, on a fait ça dans les crèches. Donc, dès le plus jeune âge ou tardivement. Du coup, on va travailler sur ces compétences émotionnelles, et puis comment ces compétences émotionnelles vont interagir avec les autres compétences cognitives mises en jeu par les élèves. Juste un petit topo pour bien comprendre l'évolution de pourquoi on en est arrivé aux sciences cognitives. C'est parce que les sciences cognitives, c'est plusieurs disciplines, et chaque discipline, en fonction des avancées technologiques, elles ont plus ou moins de poids. Si vous voulez, au début, la première grande révolution, c'était la psychologie qui était le pivot, parce qu'il y avait tout un tas de recherches, et il y avait sur les théories de l'information qui avaient extrêmement de poids, et c'était la première grande révolution. Et puis, les gens ont commencé à étudier les images mentales, à travailler sur ce qu'on appelle maintenant, ça nous paraît évident, mais à l'époque, c'était une révolution de représentation mentale. Donc là, c'était extrêmement puissant, et la psychologie, vraiment, avait son poids à dire dans les sciences cognitives. Après, il y a eu une deuxième révolution, et là, il y avait eu le poids de l'informatique qui est arrivé. Rappelez-vous, il y a dans les années 70-80, tout ça, le début de l'informatique, il y avait un poids très fort. La neurophysiologie était vraiment balbutiante, il n'y avait pas encore d'imagerie cérébrale. Donc là, il y a eu un poids très fort sur tout ce qui est modélisation. Et on pensait du coup qu'on allait pouvoir modéliser notre représentation mentale avec des modélisations mathématiques informatiques. Et c'était à l'époque où l'intelligence artificielle allait tout révolutionner. Okay ? Et puis après, c'est totalement tombé à l'eau. Puis maintenant, ça revient. Okay ? Mais entre-temps, il y a eu la troisième révolution qui là, du coup, est liée au progrès de l'imagerie cérébrale. Là, les gens se sont dit, en fait, ce que je pense, ma représentation mentale, il y a une inscription physique de cette représentation mentale. C'est-à-dire, ma pensée, mon processus cognitif, elle est implémentée dans mes caractéristiques biologiques et dans mes structures cérébrales. Et là, du coup, grâce aux nouvelles technologies, je vais pouvoir visualiser, entre guillemets, explorer ce soubassement neuronal. Voilà, donc, si vous voulez, là, si vous êtes plutôt... les neuroscientifiques classiques pensent que vraiment, la connaissance humaine, c'est seulement le produit de processus matériels et physico-chimiques. Vous voyez, donc, voilà. D'autres disent, mais en fait, la pensée ne peut pas se réduire à mon cerveau. Et donc, il y a des débats encore actuels. Par exemple, si vous voulez lire le bouquin de Gabriel, là, qui a beaucoup de succès, « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau seulement ?» qui remettent en question ça. Mais pensez que c'est débattu et que ce n'est pas tranché. Alors, si on est plutôt neuroscientifique, on pense qu'il y a une inscription forte, directe et rien d'autre. D'autres qui disent « Mais c'est plus compliqué que ça, je ne suis pas totalement mon cerveau. » Vous voyez un peu les débats, voilà.
Et donc, cette troisième révolution, eh ben, grâce à l'équipement maintenant de tous les laboratoires de psychologie d'IRM, partout il y en a, hein, des IRM, c'est assez facile, eh bien, on étudie assez facilement les bases cérébrales de tout ce qu'on a étudié en comportement. Donc en fait, les chercheurs, ils ont pris tout ce qui avait été fait en psychologie et ils ont mis de l'imagerie cérébrale derrière. Donc ils prennent des gens, ils les mettent dans les tubes, ils font passer la tâche et ils regardent les zones du cerveau qui s'allument. Et donc du coup, ils trouvent les corrélats neuronaux de cette affaire-là. Donc c'est hyper intéressant, mais ça ne vous dit pas comment enseigner, on est d'accord ? Voilà. Donc, et on oublie que ce qu'on voit dans le cerveau, c'est une reconstruction. C'est jamais ce que fait vraiment le cerveau. C'est des logiciels et algorithmes qui refabriquent une activité cérébrale. D'accord ? Donc, ce qu'on voit allumer, ce n'est pas ce qui s'allume en vrai. C'est des moyen-âges statistiques de modèles qu'on a d'algorithmes mathématiques qui font que telle zone s'active plus que telle zone. C'est tout. Donc, en fait, c'est des neuroimages, et ces neuroimages, on a l'impression que c'est pour de vrai, mais en fait, c'est de la reconstruction. C'est de la fabrication de... Moi, quand je fabrique mes données ou je fais des temps de réaction, c'est le même niveau de reconstruction. Vous voyez cette affaire-là ? Voilà. Et donc, pour, par exemple, l'apprentissage de la lecture, il faut bien différencier le niveau comportemental du niveau cérébral. Niveau comportemental, par exemple, là, vous êtes en train de faire un truc incroyable. Vous ne pouvez plus vous empêcher de lire. Vous êtes d'accord ? Donc ça, c'est une prouesse culturelle. Vous avez formaté votre cerveau depuis le plus jeune âge. Vous êtes tellement entraîné, grâce à l'école et à tous vos exercices, que maintenant, vous ne pouvez plus vous empêcher de lire. Vous avez... Donc ça, c'est du comportement. Taux de lecture, on vous présente des choses comme ça, vous ne pouvez plus vous empêcher de lire. Vous êtes d'accord ? Au niveau cérébral, maintenant, on regarde quelles sont les activités de votre cerveau qui sont activées dans cette tâche-là, et on s'aperçoit qu'il y a une zone dans l'hémisphère gauche qui est entièrement dédiée à ça et qui s'allume chez tout le monde. Donc, vous voyez, il y a le niveau comportemental et le niveau cérébral. Mais le fait que je dise qu'il y a un niveau cérébral, qu'il y a des zones qui s'activent quand je lis, ça ne me dit pas comment je dois enseigner la lecture. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que je décris ce qui se passe, mais je ne dis pas comment il faut faire pour que ça se passe. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y avait le bouquin qu'on avait écrit sur apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe, et puis de comment maintenant on apprend à lire. Donc, il faut bien différencier l'apprentissage de l'enseignement. Alors, les neuroscientifiques étudient finement, et c'est vraiment très joli, la plasticité cérébrale, les mécanismes neuronaux, de comment il y a des modifications synaptiques, anatomiques, fonctionnelles, comment ça se renforce. On a une description maintenant de plus en plus précise avec les MEG. Voilà. On sait que l'exercice, ça développe des zones, des correspondances, mais ça ne nous dit pas comment je vais enseigner et quelle stratégie pédagogique ou didactique je vais mettre en place pour que l'élève apprenne mieux ou dans cette direction. Vous voyez, on sait que chez le bébé, on a des zones précablées, on les modifie par exercice, c'est une zone qui se met en route, on sait la trace cérébrale, mais ça, c'est que de l'observationnel, de choses. Ça ne dit pas, par exemple, quelle méthode de lecture je dois faire, je dois choisir pour enseigner le plus efficacement possible. C'est autre chose. Ceux qui disent ça, c'est les recherches comportementales. Donc l'idée, c'est que les différents types de nature, par exemple, les neurosciences, la psychologie, la sociologie, ça donne des niveaux, des connaissances qui sont liées à un niveau, et ces niveaux sont complémentaires. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, même s'il y en a qui paraissent plus sérieux, mais c'est juste une illusion. Et ça, on n'est qu'au niveau de la description, on n'est même pas au niveau de l'explication, parce que les gens pensent, je ne sais pas si vous avez vu les journalistes, ils disent tous, les neurosciences ont validé telle méthode. Aberration totale, ils n'ont rien validé du tout. Ils n'arrêtent pas de dire ça. Même moi, quand je ne le dis pas, ils me reprennent et ils disent que j'ai dit ça. C'est incroyable, tellement que pour eux, en fait, ce qu'on montre comportementalement, quand vous voyez un élève qui se comporte dans tel comportement parce qu'il a fait telle chose, ce n'est pas vrai tant que ça n'a pas été montré par des images de cerveau. Pour eux, ils valident, ça explique mieux. En fait, il y a l'illusion que la description, le fait que je montre des images de cerveau, ça explique tout. Or, il faut bien comprendre le niveau de description et l'explication. Donc, je vais vite, mais sachez qu'expliquer, c'est quand même beaucoup plus compliqué que la description, et puis qu'on a tout un tas de démarches
scientifique, explicative, hypothético-déductive, il y a des va-et-vient, c'est compliqué. La conclusion, c'est vraiment, attention, les données neuronales, les données sociologiques ou les données psychologiques, il n'y en a pas une qui explique mieux que l'autre un phénomène cognitif d'apprentissage. Chaque type de données donne une information, un niveau de connaissance, et l'explication, ça va correspondre au modèle que l'enseignant ou le chercheur a sur ce qu'il veut faire apprendre. Et du coup, moi je défends l'idée qu'en fait, il faut qu'on ait une vision intégrative des sciences cognitives, et puis pour qu'elles soient appliquées à l'éducation, et que pour que ça marche, et pour que par exemple ça dépasse ce que je suis en train de faire là, simplement vous raconter mon point de vue ou mes recherches, c'est la nécessité de développer des recherches dites interventionnelles. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus de chercheurs qui commencent à aller faire des choses sur le terrain et qui testent, mettent au point, alors je vais vous expliquer comment, des recherches pour essayer de travailler sur l'enseignement de l'écriture, l'enseignement des mathématiques, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l'attention. Et l'idée, c'est que la fabrication de recherches interventionnelles impliquant les chercheurs, les enseignants et puis aussi les élèves, et bien du coup, ça a des effets très positifs à la fois sur les élèves, les professionnels et les chercheurs. Et donc du coup, ce mécanisme de recherche interventionnelle est bénéfique pour tout le monde. Et donc je vais vous raconter comment ça se passe. Et je dis même que c'est même un outil de formation indispensable pour la formation initiale et continue des enseignants. Parce que faire des confs comme je fais, l'efficacité est quasi nulle. C'est-à-dire que ça stimule un peu, mais après, les gens, ils rentrent chez eux, et puis c'est fini, tout le monde a ses propres contraintes et est submergé par ses contraintes. Et si on veut vraiment faire un pont entre la recherche et le terrain, eh bien, on est obligé de fabriquer ensemble des recherches interventionnelles qui fait que tout le monde va devoir mettre la main à la pâte et puis tester, mettre au point, des choses comme ça. Et ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on fait avec des groupes d'enseignants. Alors vous verrez, j'avais fait un éditorial en 2017 là-dessus en disant ça ne sert à rien la formation des enseignants, de toute façon, si on ne les implique pas dans de la recherche interventionnelle où eux-mêmes fabriquent des entraînements, des méthodes qui testent, qui montrent, qui mesurent, qui évaluent les effets de leur affaire, et bien du coup, la formation restera très limitée. C'est quelque chose qui est vieux. Hein. Depuis, je sais pas, en 2013, on avait déjà coordonné un numéro avec des collègues sur Apprendre, oui, mais comment. On avait repris le titre de Philippe Mérieux, mais du point de vue sciences cognitives, en disant, bon, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant des laboratoires à la salle de classe? Et puis là, on avait recensé tout ce qui se passait dans les mondes francophones, des gens qui utilisaient la méthode expérimentale et qui fabriquaient des choses en classe et qui testaient. Donc, vous pourrez aller voir, il est accessible. Et puis, le dernier qu'on a fait en 2015, c'était justement de dire... Là, c'était très cognitif. Et puis là, on s'est dit, là, maintenant, on va bosser sur les émotions. C'est quelque chose qui correspond. Et on a fait un numéro spécial sur les émotions à l'école. Petit test. Alors, avant de faire le petit test, maintenant, on fait pause. Une question à poser, vous pouvez écrire. Si vous avez, du coup, on fait une petite respiration de 2 minutes. Et puis, si vous avez des questions à me dire ou à discuter, et ben voilà, vous avez 2 minutes pour remplir, si vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous raconter, avant de passer à cet exercice-là. Maintenant, petit exercice. Je vous propose de marquer sur un papier spontanément l'émotion. Alors, il y a 8 photos. D'accord ? Donc, tout ce que je viens de vous raconter, je vais vous montrer comment on l'a appliqué maintenant aux compétences émotionnelles. Monsieur Palabour. Alors, les émotions, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est parti, vous mettez donc émotion 1, vous mettez en face ce que c'est. Attention, je vais vite, hein, il y en a 6. Et après, je calcule votre score. C'est parti. Qu'est-ce que c'est comme émotion? Alors, trichez pas, évidemment. Émotion 1. Non, il ne faut pas le dire, écrivez. Émotion 2. Qu'est-ce que c'est? Émotion 3, il ne faut pas dire, marquez. Émotion 4, qu'est-ce que c'est? Émotion 5, qu'est-ce que c'est? Émotion 6, qu'est-ce que c'est? Hop,
Alors maintenant, résultat, on corrige. Alors vous voyez que c'est quelque chose d'assez basique, hein. Je vous présente des catégories de visage, et puis on doit dire ce que c'est, on doit donner un label de qu'est-ce que c'est comme émotion. Alors maintenant, vous mettez donc votre score, ça va être 6 sur 6, ça veut dire que vous avez reconnu correctement les 6 émotions. Okay, alors, la première, c'était, vous corrigez, joie, voilà. Deuxième, tristesse. Troisième, dégoût. Quatrième, colère. Cinquième, peur. Sixième, surprise. Alors, je vous dis juste, alors du coup, hop, vos scores. Qui a 6 sur 6? Levez la main. Vous voyez que ce n'est pas du tout majoritaire. D'accord? Donc, on en a, voilà, un petit tiers, un petit quart, je ne sais pas. Qui a 5 sur 6? Voilà. Qui a 4 sur 6? Voilà. Qui a 3 sur 6? Voilà. Normalement, 2 sur 6, personne. Hein. Donc, bon, à peu près personne. Donc, vous voyez que quand même, en fait, vous voyez que des expressions émotionnelles, le visage, alors il y a aussi la voix, le corps et tout ça, mais vous voyez que des visages, vous avez 8 visages de personnes là, donc c'est des éducateurs, on travaille dans les crèches, c'est des photos qu'on présente dans les crèches, hein, d'accord? Donc à des enfants de 3-4 ans. Et donc, vous voyez que des images tout simples, eh bien en fait, ça nous semble tellement évident qu'on ne se doute pas en fait de la complexité qu'il y a à identifier des expressions émotionnelles basiques. Je vous ai fait que les 6, hein, extrêmement basiques. Vous voyez, par exemple, il faut avoir une capacité visuelle à repérer des petites caractéristiques de structure de visage qui caractérisent globalement une émotion. Et il faut trouver qu'est-ce qu'il y a de commun aux 8 visages qui font que c'est la joie. Alors en général, la joie, tout le monde y arrive. Et puis vous voyez, la peur, alors les coins, chaque fois, les visages, il y a des petits bouts qui bougent, et il faut apprendre à décoder ça. Et vous voyez que c'est quand même pas du tout évident, puisque nous-mêmes, nous, adultes, experts des émotions, on n'a pas 6 sur 6. Alors qu'on travaille sur des expressions émotionnelles dites universelles, entre guillemets. Alors vous voyez, tristesse, colère, et chaque fois des petits indices. Voilà. Et donc on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est pas du tout évident. Et l'idée, c'est de montrer que ça va avoir des problèmes, parce que si on est incapable de reconnaître les émotions de base, vous voyez bien que du coup, ça risque de provoquer des problèmes dans les interactions sociales que j'ai avec mes collègues, parce que je ne saurais pas s'ils sont surpris ou s'ils ont peur, typiquement. Alors, du coup, l'idée, c'est de se dire, je vais travailler sur cette capacité à identifier ces émotions visuelles, tout simplement, déjà ça, et essayer de comprendre pourquoi, après, la personne est dans tel ou tel état. Et l'idée, c'est de montrer que ça s'entraîne et que c'est flexible, et que si on travaille avec les élèves là-dessus, eh bien, ça s'améliore rapidement. Ça ne vient pas de n'importe où, c'est des choses qui datent depuis la naissance. Alors, vous allez voir. Alors, moi, je vais vite parce que vous avez fait l'intervention vous avez écouté David Sander, donc je vous passe le débat sur les émotions, tout ça. Je vous passe aussi qu'il y a des émotions primaires, c'est celles qu'on vient de faire, hein, les 6 émotions primaires qui sont annoncées comme universelles, reconnues par, a priori, toutes les cultures dans le monde, à peu près, selon Ekman. Il y a les émotions secondaires, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont beaucoup plus culturelles, comme par exemple la culpabilité, la honte, la fierté, la gratitude. Sans parler, je n'aborde pas aujourd'hui, mais c'est des autres thèmes, les émotions esthétiques pour tout ce qui est le rapport à l'art, okay, où on vit ça aussi tous les jours. Voilà. Donc, pour en venir aux fameuses compétences émotionnelles qui a été annoncée par David, et dire, mais qu'est-ce que c'est ces compétences émotionnelles? Eh bien, c'est cette capacité qu'ont les gens, alors il y a des grandes différences entre les gens, à identifier, comprendre, exprimer, utiliser et réguler les émotions sur soi et sur autrui. Et vous voyez que c'est très important parce que chaque verbe, en fait, c'est une compétence spécifique. Et ça, c'est très important parce que visiblement, cette capacité qu'ont les personnes à bien identifier les émotions, alors auditives, visuelles, ce que vous voulez, à bien comprendre pourquoi la personne est dans cet état, cette capacité à réguler mon moment émotionnel, eh bien ça, on sait que les gens qui ont des grandes performances avec ça, qui arrivent bien, eh bien en général, il y a des corrélats. Alors on ne sait pas si c'est cause ou conséquence, hein, mais en tout cas, ceux qui arrivent bien, eh bien en général, c'est ceux qui globalement réussissent bien dans la vie. En résumé. Dans le monde du travail, c'est plutôt des gens qui sont contents de leur situation, qui ont des bonnes relations avec leurs collègues et qui réussissent bien au niveau carrière. Au niveau santé, aussi, il y a tout un tas de recherches qui montrent que selon les métiers, c'est des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale.
ils ont des bonnes relations, ils ne sont pas isolés, enfin bon, bref, ils vont bien, globalement. Et puis, ça a beaucoup été étudié, par exemple, dans le monde du travail, dans le monde de la santé. Et puis, récemment, ça a été développé à l'école sur ce qu'on appelle compétences émotionnelles et compétences scolaires. Alors, par exemple, pour être un peu plus précis sur les compétences émotionnelles, ça va être le truc basique que je viens de vous proposer. Vous voyez, identifier. Sont capables d'identifier les émotions sur autrui et puis sur soi. C'est-à-dire on présente plein d'émotions et les gens, on leur demande simplement de reconnaître les émotions exprimées. Alors, sur des personnes extérieures, ça peut être aussi sur leurs propres émotions. On peut les photographier avec des situations émotionnelles et puis dire là, je reconnais que tu étais en joie, tu avais peur, tu avais du dégoût, de la surprise. Ça peut être, vous voyez, comprendre les causes et conséquences. Vous prenez une situation et puis vous devez trouver, à votre avis, la personne, elle est là, elle vit quelle émotion là, face à cet événement. Et vous voyez que ça, c'est très important parce que si vous n'arrivez pas à comprendre quand vous avez une relation de travail, qu'est-ce qui fait que la personne, pourquoi elle est dans tel état ou pourquoi elle est dans tel autre état, et bien du coup, c'est difficile d'interagir parce que du coup, vous allez interagir pas au bon moment. Et il y a des élèves qui sont très forts, ils arrivent bien à détecter quand est-ce qu'ils doivent aller parler au prof, et puis d'autres qui tombent toujours à plat. Parce qu'eux, ils ont une bonne capacité à se dire « Ah, là, en ce moment, son état fait que je dois aller lui demander, et j'ai plus de chances d'obtenir une réponse favorable. » Voilà, les enfants savent très bien faire ça avec les parents. Après, il y a aussi les compétences d'expression. Par exemple, c'est-à-dire dire montre que tu es content, montre que tu es en colère, montre que tu es surpris. Il y a des enfants ou des élèves, si on leur dit fais ça en jeu de rôle, ils produisent exactement toujours la même posture ou les mêmes expressions faciales. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'ils envoient un message comme quoi ils ne sont pas contents, et en fait, les gens en face ne voient pas qu'ils ne sont pas contents. Ou il y a des gens, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas contents, qui n'arrivent pas à masquer. Vous voyez ? Bon, ça, vous allez voir, ça s'apprend au cours du développement. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à réguler leurs émotions. Ils sont tout le temps ruminés. Et vous savez que vous-même, quand on a des problèmes personnels et qu'on rumine, par exemple, ici, s'il y a des personnes qui ont des problèmes personnels, qui ont eu un conflit entre midi et deux, qui ont eu un mauvais coup de fil ou je ne sais pas quoi, ils n'écoutent rien de ce que je dis. Parce qu'ils sont en train, en général, de ruminer, de penser, de réguler et tout ce comme ça. Par contre, on sait bien que si on va bien, on n'a pas eu de problème pendant la cour de récréation, on n'a pas eu d'embrouille avec ses collègues, et bien du coup, je peux apprendre tranquillement. Et cette capacité de régulation, surtout pour les adolescents, c'est quelque chose qui est très important, parce que s'ils n'arrivent pas à réguler leurs émotions, eh bien, en fonction du contexte, suivant ce qu'ils ont eu sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils ont eu comme rencontre pendant les récréations, et bien, du coup, ils ne peuvent rien apprendre. Et nous, on est pareil. Si on est submergé et on passe toute notre énergie, nos ressources attentionnelles, vous avez vu avec David Sanders sur l'attention et ses ressources attentionnelles, si toutes les ressources attentionnelles sont consommées à réguler ces émotions, eh bien, du coup, on ne peut rien apprendre. Donc, vous voyez que ces compétences émotionnelles sont extrêmement importantes. Et, alors là, je vais vite, voilà. Et il faut bien différencier 3 niveaux. Il y a le niveau, ce que je fais aujourd'hui, je vous apporte des connaissances sur les compétences émotionnelles. Donc on est expert, je peux raconter plein de choses sur les émotions, mais je peux être totalement nul en habileté. Vous pouvez être un grand chercheur sur les émotions et nul au niveau relations sociales. D'accord ? Il y a même des grands chercheurs, le Doux, il était même phobique des sociales. Il pouvait rencontrer personne. Donc on peut être très fort en connaissances et n'avoir aucune habileté à les appliquer. Donc c'est pas parce que je connais les choses, vous voyez, c'est la première étape, mais après la deuxième chose, c'est comment je vais les appliquer dans le quotidien. Et puis après, il y a des dispositions, c'est-à-dire des traits de personnalité qui sont liés aussi au propre de chaque personne. Il y a des gens qui ont plus de facilité à régler, à avoir des compétences émotionnelles, et puis d'autres qui sont totalement dépourvus de compétences émotionnelles. Vous voyez ? Dans le milieu de la recherche, ça existe pas mal. Et puis, alors, il faut penser, je vais aller très vite, que le développement, ces compétences émotionnelles, on peut les travailler, mais ce n'est pas l'enfant ou l'adolescent qui arrive, ça y est, ils commencent à l'école, avant ils n'ont pas travaillé là-dessus. Non, c'est quelque chose qui date de longtemps et c'est quelque chose qui va se développer tout au long de la vie. Alors je fais très vite, mais pensez que ça démarre dès la naissance. Et pensez que dès la naissance, nous sommes précablés, en fait, pour percevoir les visages. C'est-à-dire que notre cerveau, alors là vraiment, les bébés,
immature, système visuel immature, dès la naissance, au bout de quelques minutes, il regarde systématiquement tout ce qui ressemble à un visage. C'est quelque chose qui, dès les premiers mois, s'affine, comme pour les sons. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les premiers mois de la vie, on sait discriminer les visages, comme ça, on sait discriminer les têtes de singes, et après, on se spécialise dans ce à quoi on est confronté. C'est-à-dire que nous, adultes, on ne voit pas que les singes, ils sont différents. On a l'impression que c'est les mêmes. Comme les bébés de 9 mois. Il y a ce qu'on appelle un affinage perceptif. C'est comme pour le son, on est capable de percevoir tous les phonèmes de la planète pendant les premiers mois de la vie, et puis à 9-10 mois, c'est fini. On n'est capable de reconnaître que les phonèmes de notre environnement. Comme pour les visages, on est très fort pour les choses de notre environnement, et puis au bout de 9 mois, c'est réglé, on n'y arrive plus. C'est pas parce que c'est précablé à la naissance que ça s'affine que c'est fini. Les adolescents, ils ont un cerveau pas du tout mature. Il ne faut pas penser qu'à 14-15 ans, ils sont comme nous. Ça va maturer, ça va se développer en fonction de l'environnement jusqu'à 16-18 ans. Donc l'idée aussi, les gens pensent, les parents souvent, ils pensent qu'à l'adolescence, ils sont comme nous. Pas du tout. Ils sont pas finis encore. Hein. Même le visage, regardez, ça se développe à la naissance. Ça s'affine pendant les premiers mois, mais ça continue jusqu'à 16-18 ans. C'est-à-dire que les aires cérébrales activées, quand on reconnaît un visage, tout le monde est hyper fort en visage, mais à 16 ans, ils vont mettre jusqu'à 16 ans pour avoir quelque chose qui s'active comme nous, adultes. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui subit une influence massive de l'environnement et de l'entraînement et une spécialisation. Donc pensez pas que c'est parce que c'est à la naissance que c'est fini, que ça ne se développe plus. C'est à la naissance et ça va se moduler, s'affiner jusqu'à la fin de l'adolescence. On étudie par exemple au laboratoire les bébés et la reconnaissance des émotions et on trouve que globalement, il faut attendre 6-7 mois. Les visages, c'est à la naissance. Et là, vous irez voir la vidéo, il y a une interview. Et à partir de 6-7 mois, les bébés sont capables déjà de discriminer quelques émotions. Alors je fais vite parce que je n'ai pas le temps. Voilà. 6-7 mois, voilà. Allez-y, il y a un petit reportage, mais bon, voilà. Alors vous voyez, on différencie la peur, la joie, voilà. 6-7 mois. Les visages, dès la naissance, 6-7 mois, ils commencent à discriminer les émotions. Après 10-12 mois, c'est l'expérience que David vous a montrée sur la référenciation sociale. Ce n'est pas parce que je sais discriminer. Le bébé, il est capable de faire la différence entre les différentes têtes, les différentes expressions émotionnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il est compris. Pour montrer qu'il a compris, typiquement, ils utilisent cette fameuse falaise visuelle. Vous vous rappelez, le bébé, il est au bord de la falaise, et puis il voit la tête de la maman, qui est heureuse ou pas heureuse, et il décide de traverser ou pas. Et donc là, c'est un test à 10-12 mois, pour montrer qu'il a identifié les émotions. Ça, on le savait, puisque c'est à partir de 6 mois. Et à 12 mois, il est capable de comprendre et de décider, du coup, de traverser ou pas, en fonction de ce que lui envoie comme message non verbal la maman. Donc, vous voyez le truc progressif. Au début, il discrimine les émotions. 10-12 mois, il sait les utiliser. Et puis après, à partir de 3 ans, explosion du langage. Et puis là, il va avoir tout un tas de compétences qui vont faire qu'en fonction des tâches, alors je ne vous passe pas ça occupe bien les chercheurs, il y a des thèses entières, mais suivant ce qu'on va utiliser comme stimuli, on va avoir des résultats qui montent, qui descendent. Enfin bon, bref, ça prend du temps. En résumé, globalement, les enfants, au niveau verbal, ils différencient en positif ou négatif, et puis après, ils commencent à spécifier les émotions. Okay ? Et puis, cette capacité à comprendre les émotions, c'est quelque chose qui va se construire progressivement et qui va prendre du temps. Et qui va prendre du temps, par exemple, à 5 ans, il va comprendre l'influence des désirs, il va avoir des croyances sur les perceptions à 6-7 ans, on peut masquer une émotion vers 6-7 ans. Les tout-petits, par exemple, quand ils reçoivent un cadeau de Noël où ils ne sont pas contents, ils ont du mal à inhiber le fait qu'ils ne sont pas contents avec leurs parents ou grands-parents. D'accord ? Et puis ça s'apprend, ça, à dire que en fait, ce n'est pas grave. Le cadeau était nul, mais je ne le montre pas. D'accord ? Et ça, il faut attendre plusieurs années parce que il faut identifier l'émotion que je ressens, dire que je contrôle mes muscles pour ne pas montrer à l'autre que l'autre va percevoir en fait, j'éprouve quelque chose de négatif. Donc, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, 6-7 ans, il faut attendre 9-10 ans le fait qu'on a souvent des émotions mixtes, c'est-à-dire que je suis content que mon enfant soit autonome et parte de chez moi, mais j'ai quand même bien des boules qui partent de chez moi. Vous voyez, quand on a les adolescents
et je suis à la fois, il n'est pas là, il est là, voilà. Donc j'ai des émotions mixtes. Et tout ça fait que, du coup, ça participe au développement. Et puis, je voulais juste aborder, parce que c'est quelque chose qui est aussi très à la mode, sur l'empathie, puisque forcément, l'empathie, donc c'est une vieille idée, hein, 1851-1914, donc c'est un siècle, c'est cette capacité de reconnaître, percevoir, ressentir l'émotion d'autrui, tout en adoptant son point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas la contagion. Je ne me laisse pas envahir par son émotion. Je suis capable de se mettre à sa place et de comprendre l'émotion qu'il est en train de vivre. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué, puisqu'il faut savoir reconnaître et comprendre les émotions des autres. Donc, j'ai une situation, la personne réagit à cette situation émotionnelle, ça me provoque un état, il faut que je puisse comprendre cet état chez l'autre, il faut que je puisse inférer qu'il a un état mental qui est différent du mien, c'est pas parce qu'il se met à pleurer que je me mets à pleurer. Vous faites ça tous les jours, en fait. Hein. Et puis, je dois repérer que, en fait, lui, c'est pas moi et qu'il n'y a pas de confusion entre soi-même et autrui. Donc, il faut que j'ai une conscience de soi et des autres. Donc, quelque chose qui prend du temps, qui fait que c'est quelque chose qui va se développer, qui va mettre du temps à apparaître. Et on sait que c'est très important parce que vous savez qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas de société s'il n'y a pas d'empathie. Si on n'avait pas cette compétence d'empathie, on ne pourrait pas vivre ensemble, en fait. Ce serait l'enfer. Hein. Alors après, il y a le débat sur est-ce que c'est propre à l'homme ou pas. Alors là, vous avez les neuroscientifiques qui disent non, l'empathie cognitive, et France Deval qui dit que ça existe aussi chez les grands singes et chez plein d'animaux. Vous voyez, il y a tout le débat de est-ce que c'est lié aux soins parentaux, donc du coup, indépendamment des espèces. Bref, si vous êtes intéressé, le dernier bouquin la dernière étreinte de France Deval vous essaiera de vous convaincre sur l'empathie chez les animaux. Voilà. Et puis, sachez que les chercheurs, du coup, développent tout un modèle et ils montrent que l'empathie, par exemple, prend du temps, démarre dès la naissance, d'accord ? Et puis, quelque chose qui est important, c'est que, par exemple, là, ici, on est chez les jeunes enfants et on sait que les jeunes enfants, ils ont un point de vue égocentrique du monde. Donc, si, par exemple, leur collègue a un problème, il est en détresse, il se dit, mince, c'est mon collègue, il est en détresse, il faut que je fasse quelque chose, mais comme je suis égocentrique et que je pense selon mon point de vue, je vais chercher mon doudou, ma maman ou ma maîtresse. D'accord ? Du coup, ce n'est pas pertinent. Et puis, après, comme je suis capable de me décentrer et du coup d'avoir un point de vue autre, il est triste, donc je vais faire quelque chose, donc je sais que pour le calmer ou pour qu'il aille mieux, je vais chercher son doudou, sa maman ou sa maîtresse, ou son papa aussi, on est d'accord ? Donc, vous voyez, du coup, là, c'est la véritable empathie, comme dit Hoffman. Et puis après, on sait qu'à l'adolescence, là, du coup, c'est indépendant de la situation là qui est sous mes yeux, je peux éprouver de l'empathie avec des choses à distance. C'est-à-dire avec une situation qui existe dans le monde où je me mets en empathie avec ce qui existe. Et là, on sait que c'est lié au développement cognitif, affectif, de toutes les autres compétences de l'enfant. Et donc, on se dit, on voit bien que ça, c'est extrêmement important. Comment on va travailler ça avec les enfants ? Alors vous allez voir, en fait, alors je ne reviens pas sur tous les facteurs qui influencent les compétences émotionnelles. Ça, ces facteurs-là, vous pouvez les mettre à peu près à n'importe quelle sauce. Hein. L'enfant, sa maturation, son tempérament, fille, garçon, le développement sensorimoteur, sa famille, le niveau d'attachement, la culture, tout ça. Bon, bref, ça influence tout. Mais on sait que l'école particulièrement. Et du coup, on se dit, mais comment faire pour travailler sur ces compétences émotionnelles ? Et est-ce que ça vaut le coup ? Et ça vaut le coup. Première recherche qui sort dans un grand journal qui s'appelle Psychological Science, qui a fait beaucoup de bruit, qui montre qu'en fait, que les compétences émotionnelles, eh bien, en fait, c'est un prédicteur des comportements prosociaux. Prédicteur, c'est-à-dire que c'est plus que la corrélation, ils soutiennent ça, hein, des performances académiques et des comportements prosociaux. Typiquement, ils montent alors tout un tas de... Ils prennent plein d'enfants, ils les testent ils mesurent le niveau de maths, d'anglais, compétences émotionnelles, ils font genre les tâches que je vous ai présentées, reconnaître les émotions, tout ça, puis ils calculent des scores, ils font des diagnostics d'hyperactivité, de contrôle, enfin bon, bref, vous voyez, toutes ces activités-là, ils testent 14 tests, puis ils regardent si les enfants qui réussissent bien dans un test réussissent dans l'autre. Et puis, ce qui est entouré en rouge, c'est le cas. Une corrélation, ça va jusqu'à 1. Donc, quand ça va, c'est impossible 1. Donc, quand ça dépasse 0.40, 0.50, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Ça veut dire que ceux qui reconnaissent bien les émotions, par exemple, voilà, ceux qui reconnaissent bien, qui labellisent bien les émotions, eh bien, vous voyez, le facteur 5, il corrèle, par exemple, avec académique compétence.
il corrèle avec les mathématiques et l'anglais, à 0,43. C'est-à-dire que ceux qui ont des bonnes compétences émotionnelles réussissent bien à l'école, ils coopèrent bien, ils sont pas hyperactifs et ils ont des comportements prosociaux. Du coup, les gens se sont dit, comment ça s'entraîne? Parce que c'est des corrélations. Et là, il y a des chercheurs qui ont commencé à dire, alors Pons et Harris, donc Pons, lui, il est en Suède, Harris, il est au Harvard, ils commencent à développer des entraînements aux compétences émotionnelles. Et puis quand on fait le point de la littérature, en fait, il y en a que 7 dans le monde qui ont été publiés. Donc il n'y a pas grand-chose. Mais ces 7, en tout cas qui montrent des résultats positifs, suggèrent que c'est très important et que c'est possible de travailler sur ces compétences émotionnelles. Alors par exemple, eux, ils ont fait chez les petits. Et puis, ils montrent tout un tas de relations. Et puis, ils font des groupes de discussion. Alors, je vous présenterai les programmes. Et puis, ils montrent que le groupe expérimental et puis le groupe contrôle, alors vous voyez, c'est des petits effectifs, eh bien, il y a une différence significative. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu l'entraînement, à la fin, ils sont meilleurs que ceux qui ont fait le groupe contrôle. Ça, c'était une des premières expériences en 2014. On a fait le tableau des 7 études qui existent dans le monde, publiées dans des revues scientifiques. Donc, ils sont accessibles. Il y a certainement plein d'autres choses qui ont été faites ailleurs, mais du coup, ce n'est pas dans les revues. Et puis, vous voyez que c'est plutôt des jeunes enfants. Il y a des gens qui ont fait jusqu'à 12 ans. Il y en a qui ont fait... c'est plutôt école primaire. Et ils montrent qu'il y a globalement, alors, ça va de 1 séance à 27 séances. Pré-thèse, post-thèse, il y en a que c'est fait par les enseignants, d'autres c'est fait par des expérimentateurs. Bref, tout un tas de différences expérimentales. Mais derrière, ils montrent que ça marche. Du coup, nous, on s'est dit, alors, on va prendre ce qui existe dans la littérature et on va aller proposer un entraînement en compétences émotionnelles sur 200 enfants, 200 élèves en école. Et puis, on a essayé de faire quelque chose d'interventionnel dans le sens où on propose de lier émotion et apprentissage scolaire, de faire un apport théorique aux enseignants, mais que les enseignants fabriquent les séances avec nous, pour que ça soit implémentable à chaque niveau scolaire. Parce qu'on a fait ça de 6-7 ans jusqu'à 15-16 ans. D'accord ? Et puis, on fabrique ces séquences à partir d'informations théoriques pour que, du coup, on travaille chaque fois tous, séance 1, on va tous travailler, par exemple, sur apprendre à identifier les émotions sonores, visuelles, posturales, des choses comme ça. Et puis après, on met les enseignants dans une démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'on va évaluer les effets de ces séances qu'ils ont fabriquées et qu'on a fabriquées ensemble et qu'ils ont conduit aussi dans leur classe. On s'inspire en fait de ce qu'on avait fait en 2013 sur des élèves de seconde générale en France où on les avait entraînés à comprendre comment... En fait, faire du apprendre pour apprendre, sur comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux apprendre. C'était l'intitulé. Vous voyez, on avait utilisé cerveau pour attirer les profs et les élèves. Et puis là, on avait montré qu'en associant les enseignants, s'ils fabriquent avec nous l'intervention, et puis après, on compare avec des élèves qui n'ont pas eu l'intervention et puis qui font autre chose. Alors, par exemple, au final, on a pu fabriquer cet atelier qui est disponible. Je peux vous donner les séances qui ont été fabriquées par vos collègues profs, mais du coup, qui ne sont pas applicables directement, mais qui nécessitent d'être adaptés au contexte. On avait conclu qu'au final, il était possible de faire que 6 à 8 séances, qu'on ne pouvait pas dépasser 1 heure par semaine, et puis qu'on travaillait sur le vocabulaire émotionnel, sur les causes des émotions et l'expression des émotions. Donc là, on a fait des fiches de préparation, de séance, par groupe d'âge. Et puis, on a fait un groupe témoin qui n'a pas suivi l'atelier, puis qui suivait des exercices du soutien. Alors, le groupe témoin, eux, ils allaient en groupe et puis ils faisaient maths français. Voilà. Et puis, du coup, on a mesuré. Et alors là, je vous ai montré, vous pouvez télécharger le site des épreuves qu'on a utilisé. Par exemple, je sais pas, un monsieur sort et voit des enfants qui lancent des cailloux sur son auto, comment se sent ce monsieur ? Vous voyez ? Donc normalement, voilà. Après, on fait des contextes. Au final, alors là, on a traité les résultats de 6 à 12 ans, mais on a fait ça aussi en collège et lycée. Et puis, on a montré qu'en 6-7 séances, on arrivait... Alors, rien n'est miraculeux. Hein. C'est-à-dire que les groupes contrôle
Ben, eux, en fait, les scores ne bougent pas, c'est assez logique, on n'a pas travaillé dessus en 2-3 mois. De toute façon, on ne s'attend pas à ce qu'ils augmentent beaucoup. Par contre, ceux qui étaient dans le groupe expérimental, alors c'est vrai encore plus pour les petits, ils augmentaient leur performance de 16%. Donc un petit progrès, ça voulait dire qu'en 6-7 heures de travail, on pouvait aider du coup les enfants à fabriquer, enfin les aider à développer leurs compétences émotionnelles. On continue à faire ça sur pour vous dire, sur les crèches, parce que l'idée c'est de démarrer le plus tôt possible, parce qu'eux aussi en primaire et en école, ils sont confrontés ils ont des demandes sur les interactions sociales qu'ils ont entre eux, les enfants, donc essayer d'apprendre à réguler ça. Et puis sur les plus âgés aussi un petit peu. Et on essaye de combiner ça avec d'autres dimensions. Et typiquement, par exemple, actuellement, on essaye de travailler sur les compétences émotionnelles qui sont liées aux mathématiques. Parce qu'il vous a expliqué, David Sander, il vous a présenté les travaux de Pécroun, ou je ne sais pas si vous avez vu que c'était Pécroun, où il montrait qu'il y avait un lien très fort entre... On sait que les mathématiques provoquent de l'anxiété, notamment chez les plus vieux. C'est-à-dire que même quand on fait les tests PISA, c'est quelque chose qui est relevé maintenant, ils commencent à mesurer le bien-être et tout ça, et les mathématiques, visiblement, posent problème beaucoup aux adolescents. Alors l'idée, c'était de maintenant travailler sur justement les émotions. Alors il avait appelé ça épistémique et d'accomplissement. Et puis de voir si, en fonction des problèmes mathématiques qu'on propose aux élèves et comment on les enseigne, ça générait des émotions épistémiques et d'accomplissement qui seraient plutôt favorables aux élèves. Et du coup, c'était cette fameuse recherche de Pécroun. Pécroun, c'est tout un laboratoire en Allemagne qui développe des recherches sur des centaines d'élèves. Et puis, c'est assez trivial, en fait, ce qu'ils trouvent. Il montre que, globalement, je vous dis, les émotions positives prédisent positivement. Il montre que, globalement, ceux qui ont des bonnes émotions positives sur les maths, eh ben, en général, ils réussissent bien à l'école. Et ceux qui réussissent bien à l'école, ils ont des bonnes émotions d'accomplissement. Donc, c'est assez... d'accord. Après, ils font des cohortes d'élèves. C'est-à-dire qu'ils prennent des élèves à 12 ans, ils leur font passer des tests de mathématiques, ils leur font proposer des questionnaires d'accomplissement et d'émotion sur ce qu'ils éprouvent en fonction de tel ou tel exercice, et puis ils les testent à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, puis ils montrent qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre ceux qui éprouvent des émotions épistémiques et d'accomplissement extrêmement positifs, enfin, qui prennent du plaisir, un intérêt à faire des exercices mathématiques, et ceux qui réussissent vraiment les exercices de mathématiques. Donc voilà, donc ça c'était les... alors ils font ça sur 2000 élèves, la grosse quincaillerie. Ce n'est pas des entraînements. Donc l'idée c'est de maintenant, nous, on voudrait faire des entraînements, c'est-à-dire qu'en fonction du type de problème mathématique qu'on va proposer aux élèves, du coup ça va être lié au type, ça va générer ou pas des émotions épistémiques ou d'accomplissement plus ou moins positives, et on voudrait du coup tester des entraînements qui développent des compétences épistémiques, alors avec certains types de problèmes où on aurait une dimension constructiviste où les enfants doivent chercher la résolution de problèmes, et puis une dimension explicite où ils apprennent à résoudre les problèmes. Donc ça, c'est en cours, c'est avec des collègues de la faculté. Il y a Emmanuel Sander et David Sander où on essaye de développer ce... Mais c'est vraiment hypothétique, on n'a rien fait pour l'instant. Pour aller plus loin, je vous rappelle juste quand même, pour vous finir quand même là-dessus, vous alertez quand même à tout ce qui existe dans la presse ou qui existe sur les réseaux sociaux, que vous devez être très attentif à les sources d'informations disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit maintenant que tout le monde a l'air de traiter, ne différencie pas les sources d'informations de type 1, ceux qui seraient issus des journaux scientifiques à comité de lecture, et puis ceux qui sont, par exemple, publiés dans La Recherche ou Cerveau et Psycho. C'est-à-dire qu'il faut, du coup, alors il ne faut pas oublier, du coup, de bien repérer chaque fois, quand vous entendez il y a telle méthode qui est miraculeuse, ou il y a tel entraînement qui a eu tel ou tel effet, de bien repérer à chaque fois la nature de la source, parce que tout ne se vaut pas. Et typiquement, je vous rappelle quand même qu'il y a d'abord ce que les chercheurs vous racontent,
ça doit être publié normalement dans des journaux scientifiques à comité de lecture. Alors il y en a des plus ou moins forts, plus ou moins sélectifs et tout ça. C'est pas forcément génial, des fois c'est pas reproduit, des fois ils écrivent des bêtises, mais il y a le moins pire, c'est là-dedans. D'accord ? Par exemple, voyez, en général, attention, donc vous voyez ce que je vous raconte sur les compétences émotionnelles, en fait, on pense que ça marche, qu'il y a quelque chose de valable, mais c'est fondé en fait sur 7 études dans le monde. Donc soyons raisonnables, voyez, donc ça mérite encore de la recherche, de l'application et choses comme ça. Pensez que les journaux, c'est des choses... ils ont des contraintes économiques, donc ils ont intérêt à publier des trucs sexy qui financent et tout ça. Donc, indépendamment de la qualité, des fois, ils publient des choses qui juste pour faire du buzz. D'accord ? Puis après, c'est jamais reproduit. L'effet Mozart, les trucs qui vont tout changer, les trucs comme ça. Puis en fait, après, on s'aperçoit que ça marche pas. Il y a les deuxième type d'informations scientifiques, c'est les journaux scientifiques pour professionnels. Mais là, attention, c'est impossible d'aller lire ça. Ça, ce n'est pas le boulot des enseignants. Okay ? Donc, simplement, après, il faut aller dans les journaux professionnels. Là, normalement, les chercheurs, ils font des synthèses, parce qu'il y a tellement de journaux que c'est impossible de tout lire. Mais normalement, on doit lire des méta-analyses pour dire, globalement, voilà ce qu'on sait sur tel ou tel domaine. Après, vous avez les journaux scientifiques pour le grand public. Donc là, c'est les journalistes ou les chercheurs. Donc attention, pensez bien que derrière, il faut qu'eux, ils ont des contraintes très, très fortes. Il faut que ce soit attractif. Sinon, ils ne font pas comme magazine. Donc ils traitent des trucs à la mode. Hein. La dernière fois, c'était la méditation. Après, les trucs, ils sentent que les gens doivent acheter. Et puis après, il y a les livres de synthèse ou de point de vue. Ça, c'est pour le grand public. Et là, ça dépend de l'éditeur. Et vous savez que globalement, ça n'a pas été reviewé, c'est-à-dire que c'est le chercheur qui donne son point de vue sur un domaine, mais il n'y a pas eu d'expertise comme ici, où quand on envoie une recherche, dans certaines revues, on a 10%, 20%, 40% de chances d'être rejeté ou d'avoir des choses en disant votre recherche, elle n'est pas valable, elle n'est pas fiable, vous n'avez pas utilisé les bons outils, il y a des biais et tout ça. Donc attention à ce que vous racontez. Donc tout ça pour vous dire que voilà, que c'est compliqué la recherche en éducation, mais comme toutes les recherches, mais que ça nécessite, du coup, par exemple, là voilà, si vous voulez en savoir plus, par exemple sur le développement de l'enfant, ça c'est des bouquins qu'on a écrits, qui racontent, mais c'est une sélection, c'est partiel et partial, c'est fait par les auteurs, en l'occurrence moi, mais ça n'a pas été reviewé par d'autres experts. Donc vous êtes obligé de faire confiance. Okay ? Le seul truc qui a été expertisé, c'est là. D'autres chercheurs ont critiqué ce que vous avez fait. Donc vous dites si c'est correct, pas correct. Et des fois, ils critiquent et ils se trompent. Mais c'est un débat scientifique. C'est juste pour vous montrer la circuiterie de la connaissance scientifique. Voyez ? Là, du coup, je développe un peu plus ça dans le dernier ANAE, l'édito. Vous pouvez avoir en accès libre, il est ici. Et voilà, donc là, par exemple, là, je critique la méditation, en ce moment, c'est le grand truc. Et Montessori, il y en a partout. Donc l'idée, c'est comment des effets de mode dévaluent les idées prometteuses. Là, j'avais fait neurolysion, puis voilà, je fais un peu. Voilà. Merci de votre attention.